Bonsoir. J'engage donc la 8e et dernière session de mon enseignement dans ces murs, dans lesquels je suis cette année fort heureusement présent en chair et en os, ce qui n'est pas le cas des auditeurs. J'y suis donc assez isolé. En 2014, dans l'intitulé que j'avais proposé pour cette chaire d'abord dite thématique puis internationale, selon les catégories du collège, j'avais associé les deux termes d'architecture et de forme urbaine. Au cours des 7 saisons qui viennent de s'écouler, je n'ai cessé, si je puis dire, de naviguer entre ces deux échelles, l'une relative aux édifices et l'autre aux formations plus vastes qu'ils génèrent ou dans lesquelles ils s'inscrivent. L'intention sous-jacente au cours de cette saison est délibérément urbaine cette fois. C'est sur les villes et leurs éléments constitutifs que je m'arrêterai dans une sorte de mouvement enveloppant qui, on considérera, on examinera un certain nombre, saisis en général à un moment précis de leur histoire, en général. Au point de départ, je tiens à le dire pour commencer, la ville est considérée non pas comme un système social ou un système d'acteurs, mais d'abord comme un artefact composé d'artefacts plus petits, les infrastructures, les voies, les jardins et les édifices. Je m'adosse ici à la définition proposée par Aldo Rossi en 1966 dans son ouvrage L'architettura della città, la ville, œuvre d'art collective, souvent anonyme, mais dans tous les cas un produit social, mais aussi une forme faite de formes plus petites. Si l'on en croit ce qu'a écrit en 1994, il y a donc presque 30 ans, le grand historien que fut André Corbeau, l'étude des villes dans le temps se situe au carrefour de 3 disciplines distinctes. Et je fais de cette distinction une sorte de credo. Pour Corbeau, ces 3 disciplines sont respectivement l'histoire de l'urbanisme, à savoir l'histoire des théories, et j'ajouterai des méthodes de transformation volontaire de leur tissu. Donc c'est une discipline qui est une analyse des pratiques professionnelles et des pratiques politiques. Deuxième discipline, c'est l'histoire des villes, l'histoire de leur évolution morphologique, typologique, et, ajoute Corbeau, de leur singularité topographique, qui l'intéressait beaucoup. Enfin, la troisième discipline, c'est l'histoire urbaine, où, écrit Corbeau, l'histoire de la pratique que les sociétés ont de leur territoire, qui bien sûr se ramifie en infinies recherches dans le champ, notamment dans le champ des sciences sociales. Je me situerai ici au croisement des 2 premières histoires, donc de l'urbanisme et des villes, en examinant à la fois les théories et les transformations pratiques des villes, à partir d'un corpus assez vaste, peut-être trop vaste d'ailleurs, constitué par les composants des villes, les rues, les fragments, les quartiers, mais aussi par leur forme d'ensemble. Je ne me placerai pas, ou j'essaierai de ne pas me placer dans une perspective monographique ou dans celle d'une collection de monographies, bien que ça y ressemblera parfois, mais plutôt dans la perspective des échanges entre les villes saisies 2 à 2, peut-être 3 à 3, ou au sein de groupes plus amples. Pourquoi cette position et quel est le sens de ce cours ? Depuis l'Antiquité, et c'est l'hypothèse, ou plutôt l'affirmation qui en est à la base de mon propos, les villes n'ont cessé de s'observer et d'échanger leurs formes, dans un mouvement incessant qui a vu les dispositifs, les éléments, les entités constitutives de Rome, de Venise, de Londres ou de Paris migrer vers d'autres continents. Et aujourd'hui, on le verra peut-être, ce sont des formes élaborées en Asie qui migrent vers, à tout le moins, l'Europe de l'Est et peut-être même le monde occidental. Donc, quelques éléments de programme. Le premier cours est celui qui le suivra immédiatement, donc sur la citation pour la séance d'aujourd'hui et la notion de transurbanité, la prochaine séance. Ces premiers cours vont permettre de mettre en place un cadre d'interprétation qui ne vise pas à saisir la singularité de chaque ville dans une perspective comparatiste, je reviendrai sur cette notion, mais bien plus à réfléchir à leur ressemblance, terme délicat à manier et sur lequel je proposerai 2 ou 3 réflexions très marginales. Donc le deuxième cours, la semaine prochaine,
portera sur la notion d'interurbanité, dans une histoire qui se confond avec celle de la circulation des rues, des places et des bâtiments, que les concepts de la théorie littéraire et des mathématiques, ainsi que certaines techniques artistiques. On voit ici un frottage de Max Ernst, dont je parlerai plus tard. Donc, ces concepts littéraires et mathématiques et certaines techniques artistiques permettent d'interpréter ce phénomène. Je tenterai, avec plus ou moins de bonheur, j'espère plus que moins, d'étendre aux formes urbaines la notion d'intertextualité et m'interrogerai sur les modalités du déplacement des figures d'une ville à l'autre et sur celle de leur combinaison par juxtaposition ou contamination horizontale, collage et frottage, ou par superposition verticale, le palimpseste. Dans le troisième cours, je m'arrêterai, et dans les séances suivantes, je mettrai en œuvre un découpage sans doute simpliste, mais je l'espère efficace, entre les villes à partir desquelles des formes migrent, les villes sources, et les villes qui les reçoivent et les absorbent, les villes qui sont les villes réceptacles, le cas échéant en les transformant. Le premier cas sera celui de Rome, à laquelle nombre de villes n'ont cessé de se référer, à commencer par les autres villes de l'Empire, par Constantinople et en passant par Moscou, qui se voudra la troisième et peut-être même la quatrième Rome. Ensuite, je m'intéresserai à deux villes-mondes, pour reprendre le terme de Fernand Braudel, le concept de Fernand Braudel, dont le pouvoir fut étroitement lié à la navigation, Venise et Amsterdam générant des figures qui ont associé le bâti et l'eau selon de multiples modalités qui furent observées et reprises ailleurs. Autre ville source, voici Amsterdam. Autre ville source, Londres, dont ce ne sont pas tant les grands monuments, pour peu qu'il y en ait, il y en a incontestablement, mais ce ne sont pas ces grands monuments qui ont été des sources d'inspiration, mais bien plutôt des formes tissulaires de croissance et de transformation, comme les estates géorgiens, le Bloomsbury Estate et ses places. Enfin, dernière ville source, Paris classique et le Paris d'Haussmann, nourri par l'expérience de Rome et dans une moindre mesure de Londres, le Paris d'Haussmann qui formule un modèle fondé sur les percées et un ensemble de dispositifs monumentaux rapidement diffusés dans la province française, puis en Europe et dans les deux Amériques. Parmi les villes réceptacles ou réceptrices figurent deux villes qu'André Corbeau a considérées comme des capitales françaises, ce qui est un peu exagéré dans le cas de la première, de Saint-Pétersbourg, la plus ancienne, qui est fondée sur des précédents romains, ce qui n'est sans doute pas exagéré dans le cas de Washington. Donc, ville réceptrice, les capitales des deux grands empires qui se partageront par la suite l'histoire du monde, notamment au XXe siècle. Parmi les villes réceptrices également, Berlin et Moscou, deux nouvelles capitales, si l'on veut. Berlin, résidence princière devenue métropole de l'Empire, et Moscou, et qui applique les recettes haussmanniennes pour sa croissance, on le verra. Moscou, ville déchue lors de la création de Saint-Pétersbourg, et qui retrouva son statut perdu après la Révolution de 17. Nouvelle capitale dans les deux cas, qui trouve ailleurs, qui recrute ailleurs certains de leurs dispositifs les plus marquants. Enfin, ville réceptrice du Nouveau Monde, New York et Buenos Aires, deux villes qui dépassent leur passé, leur origine coloniale, pour associer, selon des modalités différentes, des figures urbaines européennes. Dans le cas de Buenos Aires, ces figures seront des figures américaines filtrées parfois par l'Amérique du Nord, comme dans le cas de ces avenues promenades dessinées par le Français Forestier. Bien d'autres villes, évidemment, pourraient être prises en considération, et certaines le seront ponctuellement au fil de ces séances, qu'il s'agisse de villes coloniales, comme ici, ou de villes historiques ou de villes contemporaines. Mais je voudrais revenir à mon propos d'aujourd'hui sur la citation. Utiliser la notion de citation pour rendre compte de l'inclusion d'une forme architecturale ou urbaine dans une autre n'est possible
qu'à la condition, évidemment, de considérer l'édifice et la ville comme un texte, comme des textes, ce que, on s'en souvient peut-être, ce que des analyses sémiologiques très ambitieuses et parfois, je dirais aussi un peu creuses, ont suggéré dès les années 60. Une telle démarche pourrait être irrémédiablement, précisément à cause de cela, frappée au sceau de l'obsolescence aujourd'hui, mais je suis quand même convaincu que le parallèle ou l'analogie forme-bâti-texte n'a pas perdu sa force propulsive, si je puis risquer ici un italianisme, sa spinta propulsiva. La citation n'est au demeurant qu'une forme des relations intertextuelles que Roland Barthes a évoquées dans son magnifique article Théorie du texte, publié en 1973 dans l'Encyclopædia Universalis. Dans sa généralité, ce texte englobe bien des interprétations possibles. Je le cite, il est un peu long, pardonnez-moi. Le texte redistribue la langue, il est le champ de cette redistribution. L'une des voies de cette déconstruction-reconstruction est de permuter des textes, des lambeaux de textes qui ont existé ou existent autour du texte considéré et finalement en lui, ce qui est vrai pour les formes urbaines. Tout texte est un intertexte, d'autres textes sont présents en lui, à des niveaux variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables. Les textes de la culture antérieure et ceux de la culture environnante, tout texte est un tissu nouveau de citations révolues. Passe dans le texte, vous pouvez lire ville et non-texte, redistribuer en lui des morceaux de code, des formules, des modèles rythmiques, des fragments de langages sociaux, etc. Car il y a toujours du langage avant le texte et autour de lui. Il y a toujours de la ville, sans doute, avant la ville et autour d'elle. Donc ce cours, vous l'avez compris, je viens d'y insister lourdement, part de l'hypothèse selon laquelle cette analyse serait applicable à la ville. Nombre d'auteurs se sont d'ailleurs arrêtés dans le champ de la littérature à des relations qui les éclairaient ou peut-être les aveuglaient entre deux villes. Donc on pratiquait dans le champ littéraire l'analyse des relations entre des villes. Je remonterai aux Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, qui rapproche ces deux villes maritimes que sont Saint-Malo et Cadix. Je cite Chateaubriand, « La position insulaire, la chaussée, l'architecture, les maisons, les citernes, les murailles de granit de Saint-Malo lui donnent un air de ressemblance avec Cadix. Quand j'ai vu la dernière ville, Cadix, je me suis souvenu de la première. » Donc Chateaubriand devant ces deux villes. Quant à un auteur plus proche de nous, Julien Gracq, dans sa Forme d'une ville, qui est évidemment une lecture inévitable et peut-être au fond ne l'est-elle pas tant que cela, mais pour mon propos et là son utilité, c'est entre Paris et Nantes qu'il construit un parallèle. Comme pour le vieux Paris, écrit-il, qui n'a conservé du temps des barricades que l'étroitesse, la sinuosité de ses rues, la consistance de gâteaux compacts de ses bâtisses soudées. Belle image, indigeste. Donc le gâteau compact de ces bâtisses soudées, c'est le plan de la ville plutôt que l'aspect des maisons qui nous ramène ici au souvenir des siècles lointains. Ce que je trouve intéressant dans le propos de Gracq, c'est qu'il n'hésite pas à évoquer cet objet un peu délicat et parfois que les écrivains ont du mal à saisir, qui est le plan de la ville. Dans ces deux parallèles, le vecteur de la relation est le souvenir de chaque ville qui ne manque pas de conduire à l'interrogation de l'auteur sur leur physionomie, leur visage et leurs traits, leur caractère, pour reprendre un terme cher à Aldo Rossi, qui s'était attaché à définir le caractère des villes de Vénétie. En termes de perception, ce caractère est fugitif et peut faire l'objet d'interprétations multiples, ce que note un autre écrivain passionné par les villes, par l'arpentage et la narration sur les villes, Jean-Christophe Bailly, qui écrit dans un livre intitulé « La phrase urbaine », je cite, « Non seulement la ville est kaléidoscopique, c'est-à-dire composite et changeante, mais encore tout se passe comme si personne ne pouvait être sûr de tenir dans ses mains le même kaléidoscope que son voisin. » Fin de citation. Affaire personnelle ou collective, ce qui est en jeu ici
dans ce rapprochement entre les villes n'est rien d'autre que la ressemblance. Qu'est-ce qui fait que nous avons dans une ville donnée l'impression d'en parcourir une autre? Ressemblance, phénomène sur lequel se sont penchés, entre autres, George Didier Huberman dans 2 livres ou Daniel Payot dans Le champ de l'art. C'est au fond sur les multiples formes de la ressemblance que je m'interroge en tentant de saisir les opérations au travers desquelles elles se manifestent dans les villes. Et je rendrai compte dans le 2e cours, la semaine prochaine, des processus intertextuels par lesquels les formes migrent d'une ville à l'autre, produisant à la fois des effets objectifs, des formes que l'on peut analyser, et des effets subjectifs de ressemblance. Ressemblance, c'est évidemment éminemment subjectif. Je tenais, dans ce premier exposé introductif à ces 9 séances, à m'arrêter sur la forme la plus simple d'intertextualité architecturale et urbaine, qui est celle de la citation. De la manière la plus générale, cette opération, la citation, peut être définie comme, je me cite, c'est une définition que je propose, une suite de mots extraits d'un texte et répétés par quelqu'un d'autre que le locuteur original. Donc une suite de mots extraits d'un texte et répétés par un autre. Il s'agit d'une opération fondamentale pour toutes les pratiques artistiques et littéraires, comme elle l'est, au fond, dans toutes les formes discursives de la vie quotidienne. Alors, quelques repères que vous connaissez bien, notamment le premier, tous les lecteurs français et francophones des générations passées ont pieusement conservé la mémoire des pages roses du Petit Larousse. Leurs énoncés en français ou en latin étaient utiles à tout moment et en toutes circonstances. Ils ont aujourd'hui sans doute été remplacés par ceux que l'on trouve sur les sites web spécialisés. Quant aux anglophones, ils n'ont cessé depuis 1855 d'avoir recours aux Familiar Quotations de John Bartlett, dont plus de 20 éditions ont été imprimées à ce jour. En partant de cette opération courante, voire banale, la citation, tant sous ses modalités savantes que vernaculaires, j'aimerais aborder les enjeux relatifs à l'architecture et à la forme des villes, ce que je ferai plus loin, mais non sans avoir au préalable et assez hâtivement posé quelques jalons dans le champ de la littérature. La citation est constitutive de l'ensemble du champ littéraire, comme le montrait brillamment il y a une quarantaine d'années, presque, plus d'une quarantaine d'années, Antoine Compagnon dans son premier livre, La seconde main, et un tout petit peu plus tard, Gérard Genette dans ses palimpsestes. Donc, plus récemment, d'autres, et dans le champ anglo-américain, d'autres auteurs se sont attachés à l'analyse du phénomène de la citation, la quotology, livre assez spirituel. On a l'impression d'ailleurs que la réflexion sur la citation est une sorte de lubrifiant qui permet d'assouplir la parole critique. Donc le livre assez spirituel de Willis Goff Regier et The Words of Others de Morson qui ont proposé leur théorie de la citation. Ces études, toutes ces études qui sont inévitablement historiques, reviennent sur nombre d'œuvres déterminantes, d'œuvres littéraires déterminantes ou philosophiques ayant pris la forme de recueils de citations. Les adages d'Érasme ou les essais de Montaigne pour en rester au seul XVIe siècle. Mais on pourrait évidemment remonter beaucoup plus loin et recenser, ou pourrait-on le faire d'ailleurs, toutes les occurrences, on peut sans doute le faire aujourd'hui avec les outils contemporains, les occurrences des citations d'Homère ou d'Aristote dans le corpus de la littérature mondiale. Le recueil, la collecte des citations est une composante essentielle de la recherche et d'autres formes d'écriture. Ainsi, Walter Benjamin a vu dans une telle collecte, je le cite, le phénomène originaire de l'étude. Et il en a fait, comme on le sait, le principe même de son Passagenwerk, compendium de citations et de fragments, revendiquant d'ailleurs d'avoir omis souvent les guillemets, c'est-à-dire de s'être approprié les textes des autres. Benjamin a reconnu la force potentielle des citations susceptibles de détourner ou de détruire le texte dans lequel elles figurent. Il déclare notamment, je cite, « Les citations dans mon travail », une citation très, très connue, « Les citations dans mon travail sont comme des brigands sur la route qui surgissent tout armés
et dépouille le flâneur de sa conviction, donc les citations délinquantes. Ainsi, il écrit aussi à ce propos, en relisant Michelet, sur la force de la citation. Michelet est selon lui un auteur qui, quel que soit l'endroit où il est cité, fait oublier au lecteur le livre dans lequel la citation paraît. Je dirais que c'est presque vrai pour quelques auteurs architecturaux du XXe siècle, en particulier Le Corbusier, dont les citations sont souvent plus puissantes que les pauvres textes qui les englobent. À son tour, Benjamin a été probablement l'un des auteurs les plus cités au cours des dernières décennies, dans le champ des sciences humaines, dans celui de l'histoire, histoire de l'architecture incluse. Ainsi, son interprétation de l'aquarelle de Paul Klee, Angelus Novus, qu'il avait acquise en 1921, elle était dans sa collection, et dont il voulait lui-même faire le titre d'une revue, fut si marquante qu'à leur tour, entre 1964 et 1971, Massimo Cacciari et Cesare De Michelis l'utilisèrent pour le périodique qu'ils publièrent. Ils étaient tous les deux basés à Venise, mais ils le publièrent à Florence. La littérature est, au demeurant, faite aussi d'autocitations. Valéry donne note dans ses cahiers, je cite, très belle citation, sur la citation. Mon travail d'écrivain consiste uniquement à mettre en œuvre à la lettre des notes, des fragments écrits à propos de tout et à toute époque de mon histoire. Pour moi, traiter un sujet, c'est amener des morceaux existants à se grouper dans le sujet choisi bien plus tard ou imposé. Fin de citation. Je crois que c'est une démarche qui a son actualité, qui a son sens dans la pratique architecturale, dans le recyclage que font certains architectes de morceaux antérieurs de tout genre. Déplaçons-nous maintenant, enfin, vous me direz, vers le champ de l'architecture. La citation textuelle, j'insiste, est une pratique largement répandue dans le discours écrit des architectes depuis la Renaissance. Les plus grandes figures de la modernité ont farci leurs écrits de propos empruntés à des écrivains. Un exemple, c'est l'intérêt qu'avait Frank Lloyd Wright pour Notre-Dame de Paris, dont il n'a absolument pas fait mystère. Quant à Le Corbusier, qui ne cessera de revenir en boucle dans mon propos pendant ces séances, il fut un lecteur attentif de Nietzsche dont il annota le Zarathustra et le Gai Savoir, tout en paraphrasant certains passages. S'il n'a pas toujours daigné recourir aux guillemets, je le répète, il n'en a pas moins utilisé des fragments de Nietzsche ou de Mallarmé dans ses articles et ses ouvrages. Il a aussi su lire Georges Bataille tout en ne cessant de revenir à Homère, Cervantes ou Rabelais. Il a aussi pratiqué l'autocitation, par exemple en publiant et commentant ses propres œuvres dans son ouvrage de 1950, Le Modulor, et 5 ans plus tard, dans Le Modulor 2, en reproduisant des fragments de ses propres lettres et de celles échangées avec des figures. On voit ici Einstein, dont la fréquentation le grandissait, le flattait. Quant à son aîné, l'aîné de Le Corbusier, Auguste Perret, il a trouvé dans le dialogue socratique de Valéry, Eupalinos et l'architecte la matière à de nombreux aphorismes dont il faisait collection. Les citations textuelles alimentent, mais avec un référent architectural, alimentent à l'occasion la polémique lorsqu'elles sont détournées ou en quelque sorte retroussées. Le livre de Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, me vient à l'esprit avec le détournement parodique du Less is more de Mies van der Rohe en Less is a bore. Il est vrai, bien, évidemment, tout ceci est bien connu, en tout cas des architectes. Il est vrai que Mies van der Rohe lui-même avait pratiqué l'anticitation lorsqu'il avait remplacé l'aphorisme allemand « Le diable est dans les détails » par « Dieu est dans les détails ». Mais il n'était pas le premier à le faire. Flaubert l'avait déjà fait, et il semble que Saint-Augustin avait aussi proposé cette inversion. Alors, grave question maintenant, qu'en est-il de la citation dans les productions non verbales, dans les productions non textuelles? Le philosophe Nelson Goodman s'est attaché à en explorer les modalités dans le domaine visuel. Il a posé des questions pertinentes
à ce propos dans un article de 1974, et je le cite ici, c'est un petit passage très éclairant. Goodman écrit « Une peinture n'en cite une autre que si tout à la fois elle s'y réfère et la contient. Mais, et c'est là que la question devient intéressante, quels sont les moyens par lesquels une peinture se réfère à une autre qu'elle contient? En d'autres termes, quel est l'analogue pictural des guillemets? Alors, on sait que ça peut marcher quand la peinture est présentée dans un cadre, encadré à l'intérieur d'une autre peinture, quand ce n'est pas le cas. Quand la citation est indirecte, comment est-ce que ça se passe? Il est évident qu'il faut une certaine culture picturale, sauf quand les cas sont évidents. Je pense aux Ménines de Picasso, d'après Velázquez, évidemment. Les hypothèses de Goodman ont été appliquées à une analyse comparative des bâtiments par Remey Capdeville à Werning, et plus récemment, une livraison entière de Perspecta, la revue de Yale, a été consacrée à la citation en architecture. Donc je n'en dirai pas plus sur ce préambule et je vous renvoie à ces publications. Il convient à ce point, avant d'observer quelques phénomènes architecturaux concrets, d'élargir le propos en une réflexion un peu plus ample sur laquelle, encore une fois, je m'arrêterai la semaine prochaine, sur les transferts d'un texte à l'autre ou l'intertextualité, cette notion proposée en 1969 par Julia Kristeva. Elle entendait alors, il faut s'en souvenir, rendre compte du phénomène poétique que les formalistes russes avaient identifié dès les années 20 sous le nom de dialogisme. Par la suite, Jeannette a introduit la notion de transtextualité, qu'il définit assez clairement, à mon avis, de la manière suivante. Il s'agit de la présence littérale, plus ou moins littérale, intégrale ou non, d'un texte dans un autre. Il a noté que la citation, j'y reviens, c'est-à-dire la convocation explicite d'un texte à la fois présenté et distancié par des guillemets, les fameux guillemets, est l'exemple le plus évident de ce type de fonction qui en comporte bien d'autres. Ces relations élargies sont inscrites dans le registre de ce que Jeannette nomme l'archi ou l'archi, il faudrait peut-être mieux lire ça, l'architextualité, formée sur la racine grecque arché. Il la définit, je cite, comme cette relation d'inclusion qui unit chaque texte aux différents types de discours auxquels il ressortit. Plaisantant au passage sur ce que pourrait être une hypothétique architecture, il voit chaque texte utilisé selon une multiplicité de figures, les architextes ou les archétextes, pourrait-on peut-être dire pour éviter les ambiguïtés antérieures. Au-delà de ce calembour qui est très touchant, les analyses d'Antoine Compagnon sur la seconde main, celles de Kristeva et Jeannette, sont pertinentes, permettez-moi de l'affirmer, prudemment, pour l'observation des formes de l'architecture et des villes. Plutôt que de se limiter au repérage de citations, ce que je vais faire maintenant, comprises comme le transfert d'un énoncé, d'un projet ou d'un édifice à un autre, les relations intertextuelles ou architectuelles se déploient selon un spectre très ample de figures. Elles vont, entre autres, et j'en reparlerai à différentes reprises, de l'inclusion littérale, de cette citation justement, à la paraphrase, la condensation, l'homologie. Leur transposition dans l'étude des formes spatiales peut être directe, et l'on peut parler de citation formelle, de plagiat ou de parodie, comme en littérature. Elles utilisent aussi, j'en parlerai dans le deuxième cours, des stratégies non textuelles, celles que fournit la géométrie, de l'homothétie à la similitude et à la translation. Enfin, à l'échelle des structures, des isomorphismes peuvent aussi être repérés. Alors, le cas le plus simple de ces relations, et je voudrais en égrener quelques-unes maintenant, est celui de l'inclusion de l'édifice contenant un autre édifice entier, un fragment ou des fragments d'édifices. Un exemple très frappant, c'est celui du Pergamon Museum construit par Messel à Berlin au début du XXe siècle, dans lequel l'autel de Pergame, l'autel arraché aux ruines de cette ville grecque qui est véritablement l'éponyme du musée, ce terme d'éponyme est malheureusement utilisé fort mal à propos en général. En l'occurrence, ici, il est pertinent. La forme en U du contenant, vous voyez en bas, qui projette ses avant-corps vers l'âge-près, semble même faire écho à celle de son contenu antique. À quelques pas de l'Altes Museum, construit par Carl Friedrich Schinkel
en 1830, abrite derrière une colonnade ionique fort élégante une rotonde qui reproduit le Panthéon d'Agrippa, réduit en taille, mais avec toutes ses niches et ses caissons, opérant ainsi le collage d'un contenant inspiré par les temples grecs avec l'intérieur d'un édifice romain. Pour ce qui est des fragments d'édifices et donc de la citation fragmentaire, quel plus bel exemple que celui du musée de sculpture comparée, un exemple didactique, on le sait, ouvert ce musée en 1882 par Geoffroy de Chaume dans le palais du Trocadéro, qui les déployait, puisque cette installation a été détruite, selon un principe diachronique inspiré directement par Viollet-le-Duc, qui en avait écrit le scénario. C'est un cas sans doute limite, puisqu'il est délibérément didactique, mais fort éloquent. Le programme artistique ici et scientifique conduit à la production d'un récit pédagogique dont ces démoulages par centaines étaient les protagonistes. Pendant la saison, et permettez-moi de faire un saut brutal en avant, pendant la saison heureusement brève de l'ironie postmoderne, la citation était la règle, et j'en évoquerai pas mal de cas. Dans le bâtiment central ici de la ville nouvelle de Tsukuba, Arata Isozaki a inséré en 1983 une place qui reproduit celle du Capitole de Michel-Ange à Rome, avec les motifs de son sol, mais sans la statue équestre de Marc Aurèle, qui est d'ailleurs absente sur cette photo. Cet espace clos auquel manquent à la fois, si vous regardez ces deux images, les trois palais entourant la place d'origine et surtout sa vue plongeante sur Rome, cette place est une sorte de synecdoque renvoyant à la fois à Rome dans son ensemble et à la Renaissance plus largement. C'est peut-être aussi d'ailleurs un hommage d'Isozaki à son mentor Kenzo Tange, qui était un grand admirateur de Michel-Ange. C'est une autre histoire. Dans son beau texte, et je reviens en littérature un moment, dans son beau texte Kafka et ses précurseurs, qui est publié dans la Pléiade en français, mais qui avait été l'introduction à l'édition porteña de Buenos Aires de la Métamorphose de Kafka, Borges avait avancé un aphorisme lumineux. Je le cite. « Le fait est que chaque écrivain crée ses précurseurs. Son apport modifie notre conception du passé aussi bien que du futur. Son propos est largement transposable à l'architecture et l'on peut le parodier en avançant que chaque architecte crée ses précurseurs. C'est en tout cas ce que montre l'étude précise de nombre de projets déterminants dans lesquels des citations manifestent l'existence de précurseurs. Inversement, d'autres projets semblent relever de ce que Pierre Bayard a nommé le plagiat par anticipation. Ce sont ceux qui semblent annoncer des projets futurs, de la même manière que Bayard voit dans le Zadig de Voltaire, qui déchiffre les énigmes, un plagiat de Conan Doyle. Selon Bayard, le premier trait de cette relation du plagiat par anticipation est cette figure que j'ai déjà évoquée, celle de la ressemblance. Alors, l'intertextualité architecturale opère dans de multiples domaines de la théorie et de la pratique. Sa prise en compte permet de saisir les modes de pensée à l'œuvre dans la production d'un architecte donné ou la réverbération de projets de différents auteurs sur ceux de leurs contemporains ou de leurs successeurs. Le paradigme de l'intertexte donne un cadre dans lequel toutes les relations observées peuvent être pensées, toutes, en tout cas un grand nombre, qu'elles opèrent dans l'axe syntagmatique de l'architecture, ce qu'il est convenu d'appeler la composition, le plan, la structure d'ensemble d'un projet ou d'un bâtiment, ou dans l'axe lexical. Ainsi considérés, ces modes de pensée peuvent être étudiés en échappant à la notion douteuse et notoirement obsolète d'influence. Dans ce qui va suivre, encouragé par Genette, qui a montré la voie en la matière, et même par Barthes, je me risquerai à suggérer quelques néologismes pour expliquer ce phénomène. Le premier terme, la première relation que j'évoquerai est celle que j'appelle inter-iconicité. Elle dénote la circulation des images d'un projet ou d'un édifice à un autre. Dans cette opération, inter-iconicité, les projections que sont les plans, les élévations ou les coupes sont conservées.
L'École des Beaux-Arts s'était faite une spécialité de ce type de transfert à partir d'une archi-image, pourrait-on dire par analogie avec la notion d'architecte de Genette. On nommait cette archi-image, dans le jargon Beaux-Arts, un tubar, terme clé de l'argot de l'école. Avant l'ère de la photocopie et du scanner, le transfert se faisait par le jeu du poncif, un calque du dessin originel reproduit de la pointe du crayon après avoir été enduit de graphite et frotté sur le papier du nouveau dessin. À côté de la médiation du dessin, de la gravure et de la photographie, la dissémination des formes s'est opérée aussi simplement par l'expérience directe de leur matérialité à l'occasion des voyages de formation des architectes. Brunelleschi et Palladio avaient visité Rome, le second allant jusqu'à relever des édifices antiques comme les thermes de Caracalla, dont il donnera cette reconstruction hypothétique vers 1540. Quant au jeune Le Corbusier, qui dessina le même ensemble des thermes de Caracalla en 1911 dans son carnet de croquis romain, tout en réalisant des photographies lui-même et en achetant auprès des officines spécialisées comme Alinari, il ne cessera d'utiliser ces matériaux dans ses ouvrages, les retouchant pour les besoins de ses démonstrations, comme il le fit avec cette vue de la basilique de Santa Maria in Cosmedin, publiée dans l'Esprit Nouveau puis dans Vers une architecture, mais débarrassée grâce à un pinceau et à de l'encre noire des ornements qui contredisaient l'image de modernité qu'il prétendait y voir. C'est d'ailleurs, et je tiens à le dire ici, à propos de Le Corbusier, et j'aurais pu le dire plus tôt, mais c'est peut-être ici que c'est le plus pertinent, c'est à son propos que les plus stimulantes applications des théories de l'intertextualité ont été suggérées en 2007 par Bruno Reichlin et Guillemette Morel-Journel dans Le Corbusier, l'atelier intérieur, livraison excellente des cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère. Je reviens un moment, alors j'abandonne ici Le Corbusier, sans doute provisoirement, je reviens un instant à ce grand moment dans les emprunts historicistes, dans les citations que fut le postmodernisme. Les images y jouèrent un rôle déterminant dans la captation de certains projets antérieurs. Ainsi, les archi- ou arché-images du siège des Walt Disney Studios, réalisées par Michael Graves à Burbank en 1988, fait longtemps déjà, ces archi-images sont la maison des cercles et la barrière de la Villette de Claude Nicolas Ledoux, toutes deux illustrées dans son ouvrage de 1804, L'architecture, considérée sous le rapport des lois des mœurs et de la législation, et ici combinées dans ce projet. Les modernes n'avaient pas été sans utiliser d'ailleurs des procédés comparables. Je reviens à Le Corbusier, mais cette fois-ci Le Corbusier comme source. Si l'on regarde à droite l'aile des services de la grande maison commune construite en 1930 par Ivan Nikolaïev pour les étudiants de l'Institut du textile de Moscou, on y lit sans difficulté, pas besoin de se forcer pour le voir, la citation littérale de la façade sur le jardin de la villa Stein de Monzy, construite en 1926 à Garches, et que la principale revue des constructivistes russes, SA, avait publiée l'année suivante, en 1927. La citation peut aussi devenir parodique, et ici les choses deviennent assez cocasses, lorsqu'un paramètre fondamental de l'archi-image, de l'image originelle, est modifié ou inversé. Ainsi en va-t-il de la Villa Savoie de Le Corbusier, achevée en 1931 à Poissy, et dont une moitié a été édifiée noire et non blanche comme l'original en 2001 par cette agence australienne afin d'abriter l'Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies. Le propos ici sous-tendant cette inversion chromatique est la critique de l'effacement de la composante aborigène de l'histoire australienne. Donc Black History Matters et la Villa Savoie est repeinte. La deuxième relation sur laquelle je voudrais m'arrêter, après donc l'inter-iconicité, est ce que j'appellerais l'intertectonicité. Intertectonicité, elle rend compte du transfert des caractères tectoniques d'un édifice à un autre, qu'il soit littéral ou procède d'inflexion et de transformation.
dont un exemple historique fut celui du maniérisme, terme un peu obsolète et en vérité assez glissant sur lequel je ne m'arrêterai pas. Apparu au début du XVIe siècle ou pas trop, cette démarche recyclait les formes de la première Renaissance, le maniérisme, en les répétant et les déformant ou en modifiant l'échelle. Je vois dans certains projets du XXe siècle un écho certain de ce maniérisme. À gauche, dans ce projet de l'architecte de Saint-Pétersbourg, Guéguello, pour le concours du siège de l'Arcos à Moscou, il imagine un ordre dorique qui aurait en quelque sorte fait de la gonflette pour devenir plus musculeux et prolétarien. C'était la recherche du dorique rouge qui animait certains de ses camarades. C'est à nouveau l'ordre dorique, là aussi gonflé, qui inspire à Venturi la caricature de temple installée dans la Strada Novissima de la Biennale de Venise de 1980, avec toutes les licences, à commencer par la plus scandaleuse, qui est celle de placer une colonne dans l'axe. Ces deux projets, pris parmi tant d'autres, sont l'indice du double statut des ordres, opérateurs de la composition d'ensemble des édifices, tout autant que système décoratif. Une relation intertectonique évidente, puisqu'il est inévitable de parler de tectonique à propos de Perret, et celle qui relie son église du Raincy et le projet de concours des Viesnines à Moscou en 1923, les Viesnines qui ne tarderont pas d'ailleurs à dériver plutôt vers l'esthétique de la machine. Toujours à propos de Perret, qui a su repenser les ordres, par exemple avec ceux de son musée des travaux publics de 1937. On sait que leurs chapiteaux révèlent dans leur modelé la présence des ossatures d'acier qu'ils enrobent. Les solutions utilisées par Perret pour faire transparaître sur ses façades l'ossature des édifices et pour en différencier l'épiderme ont été repris par ses disciples directs et ont traversé les Alpes pour être déployés par l'agence de Belgioioso Peressuti et Rojas, qui lui avait consacré une petite monographie en 1955. La tectonique de Perret affleure, par exemple, sur cette Torre Velasca de Milan en 1957. Pour en rester au béton armé et à sa surface, la transmutation du mode de construction utilisant des banches en bois en un propos esthétique tel que Le Corbusier l'avait proposé en faisant contre mauvaise fortune bon cœur avec le béton brut de l'unité d'habitation de Marseille ou de la Tourette, fit l'objet d'une interprétation au maniérisme incontestable lorsque Zévaco réalisa en 1953 cette poste de la ville reconstruite d'Agadir. De ce qui était à l'origine une nécessité devenue vertu, il fit un principe esthétique poussant à l'extrême la recherche du contraste plastique. Pour en rester au Maroc, c'est un tout autre transfert tectonique qu'opère l'équipe de Candilis, Woods et Bodianski lorsqu'elle édifie en 1952 ses immeubles d'habitation pour ouvriers musulmans, ainsi que l'ont montré les Smithsons un peu après. Leur patio suspendu renvoie à un architecte vernaculaire, les Casbahs du sud marocain que vous voyez à droite. Ce transfert se différencie fortement de ceux antérieurs qui avaient vu les ornements précoloniaux migrer vers les façades des immeubles de rapport européens. Ces migrations intertectoniques sont parfois itératives, et je donnerai un dernier exemple de ce point de vue, avec le projet de Le Corbusier pour le Palais des Soviets à Moscou, que vous voyez en bas, dont vous voyez la maquette en bas à gauche. L'arc portant la toiture de la grande salle est une référence explicite à deux ouvrages de l'ingénieur Eugène Freycinet, son pont à haubans de Saint-Étienne-du-Vauvray et les voûtes paraboliques des hangars à dirigeables d'Orly, que Le Corbusier avait reproduit dans Vers une architecture. Le projet étudié pour Moscou fut repris presque littéralement en 1937 par Lucio Costa et Oscar Niemeyer dans leur projet pour l'amphithéâtre de la Cité universitaire de Rio. Et 30 ans plus tard, hommage du vice à la vertu, Gropius en donna une autre interprétation encore dans ce projet d'amphithéâtre pour l'Université de Floride, associant la citation corbusienne très claire à des coques en béton aux connotations brésiliennes. Issu de l'art de l'ingénieur, de Freycinet, cet arc de Le Corbusier a poursuivi ses migrations. Je ne montrerai pas l'image du projet non réalisé de Piacentini pour l'arc qui aurait dû dominer l'exposition de 1942 à Rome, ou le Gateway Arch
de Saarinen construit en 1965 à St. Louis, Missouri, en forme de caténaire, mais en acier inoxydable. Alors, à ces deux notions, inter-iconicité et intertectonicité, je voudrais ajouter celle d'interurbanité, vous l'avez compris, ou plutôt de transurbanité, à laquelle je souhaiterais consacrer l'essentiel du propos de ce cours, en déplaçant le regard vers les formes urbaines et leurs relations. Mon hypothèse est que les villes, et que si l'on observe la création et le développement des villes depuis leur naissance, la translation des tracés de voies ou de la configuration des espaces ouverts et des compositions monumentales d'un lieu à l'autre sont autant d'opérations récurrentes dont le recensement permet de dépasser les visions simplificatrices de l'histoire. Plutôt donc que de penser les villes individuellement dans leur diachronie, les unes après les autres, dans une chronique limitée à un espace local ou étendue à l'échelle régionale ou nationale, comme le proposent les histoires de l'urbanisme dans le découpage de leurs chapitres, je m'intéresserai à l'inscription de chaque cadre national dans des déterminants plus vastes. Et de ce point de vue-là, j'évoquerai 4 modèles possibles, en m'arrêtant évidemment sur le 4e, qui est celui que je propose de suivre. Je distingue 4 modèles dans cette problématique du rapport des villes entre elles et à des systèmes plus englobants. Premier modèle, c'est celui des villes d'empire ou des villes de fondation. Il s'agit de villes inscrites dans des réseaux générés par un système politique étendu territorialement. Un empire, un système économique, une alliance économique. À gauche, cette ville grecque de Syrie correspond à l'exportation d'une forme définie à partir d'une métropole, d'une ville-mère en l'occurrence. Doura Europos, c'est une colonie macédonienne sur un plan hypodaméen, ce plan orthogonal qui va être utilisé pour la plupart des colonies grecques. À droite, Timgad, c'est une ville qui met en œuvre une norme diffusée à l'échelle d'un empire. Les villes coloniales romaines étant fondées, on le sait, sur l'archétype du camp militaire. Un autre exemple de ces villes en système, en réseau, ce sont les bastides qui résultent de la campagne de création urbaine engagée au contact de 2 États en belligérance, Angleterre et France, au XIIIe siècle. Exemples impériaux, parmi les exemples impériaux, le plus clair est celui, sans doute, de l'Empire espagnol, dans lequel les leyes de Indias, élaborées à différents moments du XVIe siècle, vont aboutir à la mise en œuvre d'un dispositif géométrique et réglementaire. Et ici, il est clair que le dispositif de la colonisation ou décolonisation, qui associe domination et hégémonie, pour le dire avec Antonio Gramsci, le fait avec des canaux qui sont loin d'être exclusivement à sens unique, nord-sud, si je puis dire, entre métropole et colonie. Les scènes coloniales ont parfois communiqué entre elles selon des circuits sud-sud. C'est le cas au XXe siècle et déjà au XIXe entre Grande-Bretagne et France. Et certaines solutions spatiales et esthétiques d'outre-mer ont aussi migré vers les métropoles, j'en parlerai, qu'il s'agisse d'expériences urbanistiques, d'expériences plus formelles pour lesquelles les colonies, les protectorats ont fait office de laboratoire. Deux derniers exemples de systèmes dans lesquels les villes ont une sorte de relation interurbaine quasi structurelle, quasi fondatrice. Ce sont par exemple, et c'est un autre exemple de colonisation, les centaines de villes créées dans les profondeurs de la Russie sous le règne de Catherine II, ici Kirillov et Odessa, des villes construites sur des damiers, mais on pourrait aussi prendre des exemples modernes, fonctionnalistes, par exemple, et ici dans l'empire industriel du producteur de chaussures Batia, le modèle originel, qui est le modèle de Zlín en Moravie, se voit appliqué en Slovaquie à Batiovany, qui s'appelle aujourd'hui Partizánske, mais aussi dans plusieurs villes d'Europe, au Canada, en Inde et jusqu'au Brésil. Variation sur un thème. Le deuxième modèle dont je voudrais parler, c'est celui qu'on utilise
qui nourrit de la manière la plus fréquente, la plus courante, les histoires de l'urbanisme. Il consiste à opposer l'espace local ou national à un espace universel qui serait celui que préconiseraient les grandes organisations ou les grandes institutions. Cette histoire a privilégié l'étude de dispositifs comme celui des CIAM, des Congrès internationaux d'architecture moderne, ou d'organisations engagées dans la réforme urbaine, les cités-jardins ou le logement social. Il propose une vision homogène des transformations liées à la modernisation, que Jacques Gubler, l'excellent Jacques Gubler, a très bien su isoler dans son propos très nuancé, subtil sur le nationalisme et l'internationalisme dans l'architecture de la Suisse. Alors, à côté des SIAM, et tout ceci est bien connu, je rappelle l'importance dans la dissémination de cette position globalisante du discours sur le style international élaboré à New York dans les années 30, mais c'est un terme que Gropius avait déjà proposé en 1923. C'est ce type de discours qui a irrigué aussi beaucoup d'histoires de l'urbanisme, à commencer par celle assez obsolète de Benevolo. Mais il y a aussi d'autres exemples que l'on n'a pas toujours à l'esprit dans cette politique des organisations internationales et internationalisantes, la mise en œuvre des idées des SIAM, par exemple, à partir de l'expérience allemande par May dans des dizaines de villes standardisées, au plan standardisé, construites dans les profondeurs de l'Union soviétique. Ce mouvement, en tout cas les SIAM, ont proposé de réduire la diversité des villes en les examinant exclusivement sous l'angle de la fonction. C'est ce qui fut fait de manière assez pluraliste lors du congrès des SIAM d'Athènes en 1933 et ce qui fut codifié de manière plus dogmatique par Le Corbusier 10 ans plus tard. Et ce qui finit par aboutir, vous le voyez ici, à une politique de représentation homogène tendant à rapporter toutes les villes, quelle que soit leur spécificité, à leurs éléments fonctionnels. La grille des SIAM qui deviendra l'instrument de présentation d'une grande quantité de projets européens et américains, africains aussi, dans les années 50 et qui deviendra aussi, une fois retourné, une fois transformé, subverti, un instrument de critique des SIAM. Donc c'est en opposition. Alors ce discours sur l'hégémonie ou la domination d'un modèle universel ou universalisant a évidemment inspiré des critiques. Je pense ici à la théorie du régionalisme critique que Frampton a codifié, mais en s'appuyant sur les écrits antérieurs d'Alex Tsonis et Liane Lefebvre, qui eux-mêmes s'appuyaient sur celle de Lewis Mumford. Frampton entendait opposer une architecture de résistance à l'universalisme. Cette dialectique, il faut s'en souvenir, c'était il y a 4 ans, cette dialectique entre le global et le national a été formulée de façon très unilatérale, je pense, assez réductrice par Rem Koolhaas lors de la Biennale d'architecture de Venise en 2014, puisque son idée était de montrer dans chaque pavillon comment la modernité avait été absorbée dans chaque pays, comme si cela avait été le cas. Le troisième modèle que je voudrais évoquer aujourd'hui, et en conclusion, c'est celui des relations bilatérales entre nations. Il met l'accent sur les relations bilatérales entre scène nationale et ville. Des notions pertinentes pour le premier modèle ou pour le second ou pour le deuxième, comme celle de domination ou d'hégémonie, s'appliquent lorsque les deux partenaires de la relation sont inégaux. C'est le cas avec le phénomène de l'américanisme, et je me permets à ce propos de citer 2 de mes ouvrages. La prééminence économique, symbolique, culturelle aussi des États-Unis a généré un phénomène qui a affecté l'Europe et peut-être le monde à partir du début du XXe siècle. La modernité étant de ce fait largement identifiée à l'Amérique, à une Amérique qui semblait représenter l'avenir vers lequel villes et édifices étaient censés tendre. Les notions convoquées pour l'étude de ce modèle
furent, plutôt que celles d'influence, celles de réception proposées au milieu du XXe siècle par l'école de Constance. Toutes ces deux notions, influence ou réception, ont le défaut d'être fondées sur l'hypothèse d'une relation unilatérale ou bilatérale, je dirais, directe d'émetteur à récepteur. La notion de relation croisée ou réciproque a été largement utilisée dans l'étude des dispositifs binationaux pour lesquels Michel Espagne a proposé aussi celle de transfert culturel, qui s'est révélée très productive. On parle aussi maintenant beaucoup de circulation. J'avais suggéré, quant à moi, il y a quelques années, avec mon camarade Hartmut Frank, la notion d'interférence empruntée au champ de la physique pour rendre compte des perturbations que l'architecture allemande, d'une part, et l'architecture française, d'autre part, ont provoqué alternativement ou simultanément l'une dans l'autre. Une culture architecturale dérangeant ou reconduisant l'autre à se reformuler, à se reconstruire. Mais l'échelle nationale n'est pas nécessairement la seule digne d'attention, et je voudrais au contraire peut-être descendre d'un cran dans ce qui suivra. Les relations entre métropoles, grandes villes dans le champ de l'art, de la littérature et de l'architecture ont été considérées depuis les années 70. Dans ces relations, les métropoles font figure, Paris, Moscou, Berlin, New York, font figure de synecdoques qui représentent les espaces nationaux les contenant. Les jalons de ce programme furent par exemple les expositions inaugurales de Pontus-Hulten au Centre Pompidou, Paris-New York en 1978, Paris-New York en 1977, Paris-Berlin en 1978 et Paris-Moscou en 1979, qui fut transporté en Russie. Vous voyez à droite la momie de Brejnev inaugurant cette exposition au musée Pouchkine. Ce principe binaire a été repris par d'autres commissaires. Et je pense ici au Berlin-Moskau présenté au Martin Gropiusbau, mais aussi à la Neue Nationalgalerie de Berlin en 2003. Non, pardon, excusez-moi. Berlin-Moscou, c'était au Martin Gropiusbau en 2003. Berlin-Tokyo à la Nationalgalerie en 2006. Il y eut aussi un modeste Paris-Barcelone au Grand Palais en 2001 et bien d'autres. C'est donc ici le troisième modèle, qui est celui de la relation bilatérale entre villes, mais ce qui m'intéresse, et c'est à ce modèle que je consacrerai le cours suivant, c'est la relation entre les composants des villes, entre les fragments des villes, entre les compositions, entre les entités constitutives des villes que j'analyserai dans leur migration. Merci.